Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Et je salue aussi dans les participants un certain nombre de personnes que j'ai pu croiser sur la route, qui se reconnaîtront et que je salue chaleureusement. Alors, pour répondre à cette question, je partirai de l'analyse des besoins, puisque effectivement, faire émerger des nouvelles solutions, ça tire sa source d'analyse de besoins. Chez cette famille, on est là pour répondre à des besoins plutôt que de mettre en place des solutions qui n'ont pas forcément de fondement. Et donc, je reviendrai très rapidement sur notre histoire et ensuite, je parlerai effectivement des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Notre histoire, elle démarre en 2017 en Normandie, donc à côté de la Bretagne, où un de mes voisins vient me trouver en me disant « Écoute, j'ai un problème, il faut que je trouve une place en EHPAD pour mon papa qui est en perte d'autonomie. » Donc nous, on adresse effectivement les personnes seniors dans la partie habitation et logement. Donc ce papa, le papa de ce voisin, commençait à avoir une perte d'autonomie, pas suffisamment développée pour pouvoir rejoindre un EHPAD, et pourtant c'était quand même la solution privilégiée par son fils. Donc on a été visiter des EHPAD et effectivement ça marchait pas, parce que les personnes qui étaient en EHPAD étaient très dépendantes, et donc il s'imaginait très rapidement le syndrome de glissement si son papa venait à rejoindre un établissement comme celui-ci. Et donc on a essayé de trouver des solutions, et on a trouvé pas très loin d'Argentan, dans l'Orne, à côté de là où on habite tous les deux, une solution d'une personne, en fait, qui est une personne comme vous et moi, et qui a la particularité d'accueillir chez elle, au sein de son propre domicile, jusqu'à 3 personnes âgées ou en situation de handicap. Et ça s'appelle l'accueil familial. C'est géré par les conseils départementaux qui donnent les agréments et qui s'assurent ensuite de la formation. Et je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point ce métier est beau et à quel point cette solution correspond exactement à la problématique de ce papa. Et donc, je me suis informé, je me suis renseigné, j'ai rencontré les accueillants familiaux, j'ai rencontré différents acteurs. Et je me suis dit que ce métier était super, malheureusement pas toujours bien connu de la part de la population, pas toujours forcément bien valorisé. Et puis difficile aussi parfois en termes de gestion administrative, puisque vous devenez l'employeur de la personne qui accueille votre parent, et donc ça peut générer des questions ou avoir quelques difficultés. En tout cas, générer quelques difficultés. Et donc, pour répondre à ces 3 problématiques qui étaient proposées, en tout cas exprimées par les accueillants, on a monté un service d'accompagnement pour les aider à la fois à rencontrer une personne âgée qui sera en perte d'autonomie, puisque une personne qui, par exemple, un agrément pour 3 personnes peut accueillir jusqu'à 3 personnes, mais parfois il y avait des accueillants familiaux qui avaient personne chez elles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit, effectivement, à toucher le chômage, et donc elles avaient 0 de revenus. Et pour certaines d'entre elles, elles avaient investi dans qui le garage pour l'adapter, pour accueillir quelqu'un avec un passage dans la maison, qui pour faire une petite extension. Donc ça pouvait poser quelques difficultés. Et donc on est allé voir, on a proposé notre service qui a été très bien reçu, mais avec une difficulté de modèle économique, c'est que les personnes qui sont accueillies aujourd'hui, en tout cas en accueil familial, sont pour 70% d'entre elles viennent d'associations de tutelle, donc d'associations qui accompagnent des majeurs protégés à trouver des solutions. Et ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc impossible de financer notre service. Et on avait quand même des coûts, évidemment, et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour que, dans le cadre d'un modèle intelligent ESS, ce soit une autre personne qui puisse financer ce service et qu'on puisse justement proposer l'accueil familial au plus grand nombre. Et donc on s'est rapproché des caisses de retraite et des mutuelles, qui nous ont dit, mais nous, ça nous intéresse, ça nous permet de proposer une solution alternative à ce qu'on peut faire avec les ESMS classiques, et donc on va vous aider, on va vous accompagner, et c'est nous qui allons financer ce service. Super. Deuxième étape de cette famille, effectivement, avec du diagnostic et de l'accompagnement, notamment avec l'appui d'AG2R, de Malakoff et d'Ecclesia. Et là, en fait, on a reçu beaucoup d'appels, et clairement, la proposition d'accueil familial n'était pas suffisante. Les personnes qui appelaient avaient besoin de proximité, de places disponibles évidemment, avaient besoin d'un coût d'accueil qui soit assez maîtrisé, et donc on s'est dit, on traite à peu près 7000 appels par mois, et on s'est dit on va analyser un peu toute cette donnée et on va proposer une solution. Et c'est là où est arrivée la 3e brique de cette famille, qui est une des solutions, qui est la colocation pour seniors, où on va, comme enjeu principal, conserver l'autonomie des personnes et leur liberté. Donc, c'est pas considéré comme un ESMS, on est vraiment sur un domicile privé, où des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, ou d'ailleurs qui sont juste âgées et qui se sentent seules, vont pouvoir partager une vie collective à 8, avec l'appui et l'accompagnement soit d'un SAD qu'ils auront choisi, soit de salariés du particulier employeur qu'ils emploieraient directement. Et donc, ça permet à ces personnes-là de continuer à vivre
chez elles, dans leur bassin de vie, le plus longtemps possible. Et c'est vrai que c'est une solution qui est aujourd'hui très reconnue, en tout cas par les personnes qui s'en approchent de près ou de loin. Alors on a, nous, effectivement, les mêmes problématiques que celles qui viennent d'être évoquées. Première problématique qu'on a réussi à maîtriser, c'est celle du recrutement des auxiliaires de vie, puisque nous, on n'est pas employeur de ces personnes-là, mais il faut quand même trouver des solutions. Et en fait, on se rend compte que tous les acteurs du service d'aide à domicile sont ravis et enchantés de se dire, au lieu de faire 1 heure ici, 1 heure là et 1 heure ici, notamment dans les zones blanches où il y a des gros problèmes de recrutement, de dire j'ai un lieu, un habitat, où je peux regrouper 8 personnes. Et ça vaut aussi bien pour les services d'aide à domicile. Une petite parenthèse, je suis président de l'UNA Normandie, administrateur de l'UNA qui est un réseau de services d'aide à domicile, donc on est vraiment confronté à ça et que c'est extrêmement compliqué. Et dans le service d'aide à domicile, il y a évidemment la partie domicile qu'il faut absolument travailler. Et puis c'est également pour les infirmiers libéraux qui pourraient passer le matin ou le soir dans le cadre des toilettes ou des préparations d'un piluguier. Ça permet effectivement à ces personnels de pouvoir venir parfois dans des zones qui sont un peu plus lointaines, mais de s'assurer qu'il y a 8 personnes en même temps et donc le trajet sera relativement bien remboursé. Et en fait, on a cet enjeu aussi sur les maladies neurodégénératives. Et là, je pense à Alzheimer, puisqu'effectivement, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Il faut savoir qu'en France, il y a une personne diagnostiquée Alzheimer toutes les 3 minutes. Il y en a à peu près 225 000 par an. On en dénombre aujourd'hui 900 000 au total, et on va doubler le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer d'ici 2050. Ça veut dire qu'il faudrait créer pour ces personnes, là je parle vraiment des personnes qui sont diagnostiquées, donc qui ont déjà un niveau avancé de la maladie, et donc il y a vraiment des besoins pour ces personnes-là. Il faut réussir à créer des habitats chaleureux, et pour ça il faut réussir à financer. Et je rejoins ce que disait Charles tout à l'heure, il y a des modèles économiques qu'il faut trouver, qui soient suffisamment pertinents et intelligents pour attirer des investisseurs, donc il faut aussi avoir une solidité financière qui soit propre. Il faut trouver un modèle économique qui est pérenne. Parce que c'est important d'être pérenne pour les personnes qu'on accueille, évidemment, parce que si on leur dit, là, on investit, mais on ne sait pas si dans 3-4 ans on est encore là, ça générera évidemment une certaine inquiétude. Donc il faut une certaine solidité, et pour ça, il faut trouver les bons partenaires. Et je vais vous donner 2 exemples aujourd'hui sur l'importance de trouver les bons partenaires. Le premier point qui est très positif, c'est que ces caisses de retraite et les mutuelles, dont j'ai cité déjà une partie en début de discours, nous accompagnent aujourd'hui sur la rénovation des logements. Donc pour vous donner un exemple, rénover un logement, c'est-à-dire mettre des salles de bain qui soient adaptées, des toilettes adaptées, mettre un ascenseur pour qu'une maison classique qui aujourd'hui, par exemple, souvent dans les mairies ou dans les communes, est un petit peu abandonnée, puisse retrouver une dimension sociale d'accueil et d'hébergement des seniors, ça va coûter entre 120 et 150 000 euros. Ça veut dire que c'est un surcoût par rapport à un loyer classique pour une personne qui arrive dans la maison qu'on évalue à peu près 80 euros par mois. Et bien grâce à l'appui et au soutien de ces acteurs-là, notamment via leur action sociale, on va réussir à réduire de 80 euros par mois ce coût pour les personnes âgées. Ça peut paraître anodin, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, l'augmentation des taux d'intérêt sur l'endettement a un impact extrêmement important, on a multiplié par 3 les taux depuis le début de l'année. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avant, quand on achetait, on pouvait acheter un taux de 1,5%. Aujourd'hui, on est plus proche de 4,55%. Ça augmente de 60 euros le loyer pour la personne. Donc, en fait, on ne se rend pas compte, mais tout est imbriqué, dont l'intérêt complètement fondamental de pouvoir travailler ensemble et d'avoir des solutions comme celle qui vient d'être évoquée de financement solidaire. Et peut-être pour terminer mon propos sur aussi les zones géographiques, il y a un vrai enjeu social, une dimension extrêmement sociale. Pour nous, c'est facile d'aller dans les territoires, l'arrière-pays et la ruralité, puisque le prix du mètre carré est finalement pas très cher. Mais pour 3 maisons que vous faites en ruralité, on vous en fait une dans une grande ville, Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille. Et donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de trouver aussi dans ces grandes villes des solutions abordables pour les personnes âgées, sachant que quand on parle par exemple de maladie d'Alzheimer, c'est difficile de parler d'autonomie, parce que ce sont des personnes qui parfois sont un peu troublées, sont un peu dans des difficultés. Par contre, la dignité, c'est essentiel. Et autonomie et dignité, il y a certainement des ponts, mais nous, ce qu'on essaye vraiment de faire chez cette famille, c'est de conserver cette dignité, c'est-à-dire cette vision de Kant, des Lumières, de dire qu'un humain, c'est une finalité en soi, et c'est pas un moyen. Et donc, on va vraiment essayer de mettre cette personne-là, cette finalité, cette singularité au cœur de notre problématique, de notre enjeu. Et peut-être juste pour terminer,
quand on a rénové une maison et qu'on est prête à la livrer à une colocation, on se réunit tous, toutes les personnes qui ont travaillé chez cette famille dans l'équipe, on se réunit, on se dit ok, est-ce qu'on y verrait bien nos grands-parents, notre grand-mère, notre grand-père, on fait le tour de la maison. Si tout le monde est ok, ça c'est que la maison est prête. Et à un moment donné, si quelqu'un dit bah non, là je pense qu'il manque ça, ou on devrait plutôt mettre ceci, dans ces cas-là, on va retravailler pour qu'elle soit la plus confortable possible pour les personnes qui vont pouvoir y habiter.